Bonjour tout le monde. Je suis Mark Keyser. Je suis un neurologue au CHUM, un neurologue spécialisé en épilepsie. Je suis le responsable du groupe au CHUM. Je travaille avec Dr. Nguyen, avec Dr. Bérubé, Dr. Lapamérimis et Dr. Cossette en épilepsie au CHUM. Et c'est ça, c'est un grand plaisir de vous parler de l'épilepsie durant la grossesse. La gestion de l'épilepsie pré, durant, puis peut-être, non, pré et durant la grossesse. C'est un sujet qui m'intéresse. En fait, vous allez voir que je vais parler surtout des lignes directrices du American Academy of Neurology. Et puis, depuis 10 ans maintenant, je fais partie du groupe qui rédige les lignes directrices pour le American Academy of Neurology. Et donc, puis j'étais un des auteurs, j'étais l'auteur senior sur les lignes directrices cliniques récentes pour le, le traitement de l'épilepsie chez les jeunes femmes. Euh, Bonjour. Et donc, je vais essayer vous allez voir que je vais essayer de garder ça intéressant euh, et pertinent. Je vais parler un peu du processus, comment nous sommes arrivés à ces recommandations. Puis je vais parler un peu des recommandations voilà. Traitement des personnes atteintes d'épilepsie avec potentiel de grossesse. Euh, je mentionne que, en fait, c'est ma collègue Alison Pack, qui est la responsable du groupe d'épilepsie à New York, à Columbia, à New York, qui m'a partagé ces diapos. Je les ai modifiés, mais bien sûr, mais il faut que je mentionne sa contribution. C'est moins pertinent pour aujourd'hui. Donc, vous allez voir que je vais parler des lignes directrices, donc les recommandations qui existent pour le traitement de l'épilepsie durant la grossesse. Un commentaire que je vais faire tout de suite, c'est que vous allez voir qu'on ne parle pas de femmes la grossesse, on parle plus de personnes ont le potentiel de grossesse. Ça, c'est une modification qu'on a fait pour être un peu plus scientifique, parce que c'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir des enfants. Et puis, ces lignes directrices, c'est pertinent seulement pour celles qui sont capables d'avoir des enfants. Donc, c'est pour ça que ce langage est un peu comme ça. Vous allez voir qu'en grossesse, avec les médicaments anti-crise, on est très focusé sur le risque, on appelle ça tératogénique de ces médicaments. Donc, le risque, en fait, surtout pour le fœtus, c'est pour le petit bébé. Il y a des risques avec nos médicaments, des risques, puis maintenant, on commence à diviser ça entre les risques de malformation. euh, Quand je parle de MCM, ça, c'est des malformations congénitales majeures. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, ça, c'est des malformations du cerveau, de la colonne spinale, du cœur, du visage, des malformations génitales aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment des malformations qui sont considérées majeures. Il y a aussi des autres types de malformations, mais c'est comme par exemple, en fait, il y a certains médicaments anti-crise qui ont affecté le caractère des droits. Il y a des médicaments qui vont affecter même les sourcils, soucis, euh, ou juste cette partie ici, la partie des lèvres ici. Et ça, sont considérés, on ne va pas en parler aujourd'hui, ça, c'est considéré des malformations mineures. Ici, quand on parle de MCM, c'est majeur, c'est cerveau, cœur, génital, majeur. Vous allez voir que quand on parle de médicaments anti-crise durant la grossesse, c'est aussi les risques périnataux. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça, c'est des risques autour de l'accouchement. Donc, risque de décès pour le bébé, le risque que le bébé soit pas, que son poids soit insuffisant, qu'il soit trop petit, ou autre risque pour peut-être même la mère. Et finalement, neurodéveloppement.
Donc ça, c'est le développement de l'enfant. Donc, est-ce que c'est un enfant qui va développer de l'autisme, par exemple, ou des troubles d'apprentissage, ce qu'on a, ou autres euh, atteintes cognitives comme la déficience intellectuelle? Puis finalement, vous allez voir que je vais mentionner comment on focus beaucoup sur l'acide folique en grossesse en épilepsie. Donc, il y a les risques de nos médicaments, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces risques? Bien sûr, c'est avoir un médicament qui est bien choisi, mais aussi peut-être, puis vous allez voir, on va parler de ça, l'acide folique. Euh, Ça, c'est les recommandations qui ont été publiées en 2024. Maintenant, ça fait 2 ans. Donc, vous voyez comment c'est un grand groupe de experts. On était plusieurs, comme je pense qu'une trentaine de personnes qui ont participé à ce projet. C'était un projet qui a pris du temps. C'était environ 7 ans, du début à la fin, pour développer ces lignes directrices. Euh, et donc, les personnes principales, vous voyez que donc Alison Pack, qui était ici, mes collègues Mary Muscree et Shaniqua William Robertson, et puis moi, j'étais la personne senior dans l'équipe. Dans des publications comme ça, c'est la personne senior qui est la personne qui est en dernier. Donc, là, on va parler des lignes directrices, des recommandations. Comment les recommandations que nous, comme organisme, puis l'organisme, c'est que je représente, c'est l'American Academy of Neurology, qu'on fait des recommandations. Mais c'est pas juste des. C'est bien de comprendre que c'est pas juste c'est un groupe d'experts, puis on jase un après-midi, puis on décide que ça c'est. On va dire que c'est ça que les gens devraient faire. Que c'est un processus un peu plus. On essaie de rendre processus un peu plus quoi, standardisé, en fait, un peu plus scientifique. Euh, donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas juste de recommandations, mais de lignes directrices cliniques. Parce que quand on parle de lignes directrices cliniques, ça, c'est pas quelque chose qui est fait juste un groupe de gens qui parlent entre eux puis ils décident sur des recommandations, mais peut-être, en fait, il y a comme toute une procédure standardisée sur comment développer une ligne directrice clinique. Et c'est pour ça que ça prend 7 ans de le faire. Que de comprendre, je pense que c'est bien de comprendre qu'il y a des recommandations, il y a des guides qui existent sur comment développer une ligne directrice clinique comme il faut. Oui, que les lignes directrices cliniques, on ne veut pas que ça soit juste l'opinion des experts, mais quelque chose qui est au moins le départ, ça commence avec les données. Les données probantes, les données de la littérature, en fait, les résultats des études. Donc, les lignes directrices cliniques, pour que ça soit bien fait, il faut que ça commence avec un examen de la littérature. À comprendre que, il y a des recommandations sur comment rédiger ces lignes directrices cliniques. Puis au American Academy of Neurology, nous avons même notre propre manuel qui explique en détail comment on fait ce travail, si jamais ça vous intéresse. Donc, le American Academy of Neurology, on avait déjà des lignes directrices sur comment traiter l'épilepsie durant la grossesse. On fait des lignes directrices qui ont été publiées en 2009. Hem, mais par contre, puis c'était un gros travail, mais ça a été décidé que ces lignes directrices de 2009 n'étaient plus à jour. Pourquoi? Parce que, ben, il y avait plusieurs raisons. Première chose est qu'il y avait plusieurs médicaments plus, modernes, plus récents, qui n'étaient pas inclus, n'étaient pas discutés avec ces lignes directrices initiales. Deuxième chose est que les lignes directrices initiales, les recommandations de 2009 parlaient seulement de malformations du cerveau, du cœur, et cetera. Ils ne parlaient pas des autres choses comme l'autisme. Ils ne parlaient pas de cognition. Ils ne parlaient pas de euh, comment utiliser l'acide folique pour protéger les enfants non plus. Donc, ça a été décidé qu'il faut mettre cette ligne directrice à jour, que 2009, ça fait trop longtemps. Et donc, il a fallu
pour que ça soit quelque chose fondé sur les données probantes. Donc, fondé sur un examen exhaustif de la littérature, fallait faire une nouvelle recherche de la littérature. On ne va pas aller en détail avec ça, là, mais juste à savoir que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une question de regarder des milliers, pas juste des centaines, mais des milliers d'articles publiés dans la littérature scientifique. Il faut qu'on regarde, nous, les auteurs, les investigateurs, on regarde tous ces articles, on décide est-ce que c'est quelque chose qui répond à nos questions, qui va nous aider à amener à des recommandations informées ou non. Et donc, ça, c'est un processus qui, en fait, ça prend des années. Ça nous a pris, je pense, à peu près 4 ans à réaliser. Que Est-ce qu'on va aller trop en détail là-dedans? Je suis pas certain que je vais parler trop de ça, mais à savoir qu'à chaque fois qu'on identifie un article, une étude qui peut-être va nous aider à arriver à des bonnes recommandations, qu'on ne peut pas juste prendre l'article puis dire OK, cet article, on prend comme acquis que les résultats sont des résultats qui sont exacts. En fait, il faut évaluer la qualité de chaque étude. Donc, est-ce que c'est une bonne étude? Est-ce que c'est une étude classe 1? Ou non, c'est une étude qui est moyenne, donc c'est une étude classe 2, étude faible moyenne, donc étude classe 3, puis étude classe 4. En fait, c'est des études qu'on n'aime même pas du tout, que c'est des études qu'on va exclure, qu'on ne va pas considérer dans nos recommandations. À comprendre que, ça, je ne vais pas aller trop en détail, mais que il y a comme, après avoir évalué la qualité de chaque étude, il faut aussi évaluer. Quand on met plus Si nous avons plusieurs études qui regardent la même question, il faut aussi décider, est-ce que, après avoir regardé toutes ces études ensemble, est-ce que nous sommes confiants que cet ensemble d'études nous amène à une conclusion une conclusion qu'on croit est vraie? Et donc, c'est là la confiance. Donc, la confiance dans la conclusion des études, des études. On ne va pas aller trop en détail, mais à savoir que évaluer chaque étude, sa qualité, puis évaluer notre confiance dans les conclusions. C'est notre façon de rendre encore plus objectif, encore plus scientifique notre façon d'arriver à nos recommandations finales. Vous allez voir. Oui. Je vais retourner à mon, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc, je fais comme un peu le topo juste pour comprendre comment on fait le processus, comment ça s'est fait. Je vais continuer. Donc, à comprendre que quand développe ces lignes directrices cliniques, que c'est quelque chose qui va diviser en sections. Et dans notre cas ici, on l'avait divisé en 4 sections. 4 sections, chaque section, c'est une question. La première question, vous voyez ici, c'est les médicaments anti-crise et puis le risque de malformation majeure, malformation congénitale majeure. Il y avait autres nuances comme plusieurs médicaments en même temps, donc la polythérapie versus monothérapie, juste un médicament à la fois. Est-ce que c'est pire d'avoir plusieurs à la fois? Est-ce qu'une plus forte dose est plus dangereux qu'une plus faible dose? Il y avait comme donc des sous-questions, mais la question principale pour la première section, la première de 4 sections, c'était euh, les médicaments et puis le risque de malformation congénitale majeure. Euh, On ne va pas trop aller en détail parce que je veux focuser plus sur les recommandations, mais à savoir qu'il y avait plusieurs études qui ont regardé cette question. Différents médicaments, puis les risques de malformation avec ces médicaments. Puis je pense que le take-home point, la conclusion finale est qu'il y a un médicament qui est clairement le pire durant la grossesse. Le plus dangereux pour l'enfant en termes de malformation majeure, ça c'est acide valproique. C'est quelque chose qu'on savait déjà. Ici, avec les nouvelles évidences depuis 2009, on voit que ça confirme que c'est le plus dangereux, de loin.
Une chose qui était un peu plus nouveau et que, depuis 2009, et que avant on disait que l'amitriptyline était le plus sécuritaire, puis on arrêtait là. On avait seulement l'amitriptyline comme médicament préféré. Mais avec la mise à jour, on a vu que maintenant, la littérature, les recherches faites dans les dernières quoi, 17 ans, montrent qu'il y a d'autres médicaments qui sont préférés, qui sont sécuritaires aussi. Donc, oxcarbazepine, c'est triliptane, et levetiracetam Keppra. Donc, vous voyez comment on a, avant même de arriver à des recommandations, on regardait la littérature, puis qu'est-ce que les données dans la littérature nous montrent? Bien, c'est que acide valproique, c'est associé avec un grand risque, puis il y a 3 autres qui sont associés avec un petit risque. On va pas trop focuser sur ça, ni ça. On va sauter plutôt à la deuxième question. Donc, il y a 4 questions, 4 sections. Hem, la première, c'est les malformations majeures. La deuxième question, c'était autour des risques périnataux, donc le risque au moment de l'accouchement. Est-ce qu'il y a un risque associé avec ces médicaments? Et donc, on a vu que en général, différents médicaments, pas trop de risques. Ça ne change pas grand-chose. Il semble qu'avoir plusieurs médicaments, ça augmente au moins un peu le risque de décès chez le bébé, mais seulement un peu. Et puis, aussi, certains médicaments, l'acide valproique puis le topiramate, et ça c'est associé avec un SGA, ça c'est, un petit pour l'âge gestationnel. Donc, certains médicaments qui vont, amener un enfant qui va être un peu plus petit, un bébé plus petit. Donc des effets qui étaient là, mais en fait, on n'était pas trop inquiet avec ces données. Puis on va sauter ça. C'est rendu à la troisième question qui était très intéressante, parce que c'est là, ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout adressé par les anciennes lignes directrices. Donc, le risque pour le neurodéveloppement. Donc, le risque de atteinte cognitive, donc, puis en fait, habituellement, ça s'est mesuré avec le QI, le quotient intellectuel. Donc, et puis le risque de TSA, de trouble du spectre autisme. Puis en fait, ça, c'est quelque chose qui maintenant on reconnaît de plus en plus et que nos médicaments anti-crise, il y a des risques. Donc, un risque qui est surtout associé avec l'acide valproïque. Que l'acide valproïque, c'est associé avec une diminution du QI chez l'enfant. Donc, si la mère, ça c'est une mère qui prend l'acide valproïque, le QI chez son enfant, en moyenne, bien sûr, parce qu'il faut faire attention, c'est pas tous les enfants qui vont être affectés, puis il y a des enfants qui vont affecter 0, des enfants qui vont affecter beaucoup. Mais en moyenne, en fait, il y a une diminution du QI d'à peu près 7 à 8 points. Euh, oui. Que le risque de TSA, de l'autisme est augmenté si l'enfant est exposé à l'acide valproïque durant la grossesse aussi, à une augmentation assez pertinente. C'est des petits détails, on ne va pas rentrer là-dedans. D'accord? Donc, malformation, la première question. Les risques périnataux avec la deuxième. Troisième, c'était neurodéveloppement, QI et TSA. Puis rendu à la quatrième question, la quatrième section de cette ligne directrice, c'était, en regardant la littérature, c'est quoi le risque, c'est quoi le bénéfice en fait de l'acide folique? Puis en fait, ici, c'est intéressant parce qu'en fait, on a plusieurs études qui ont regardé regardé l'acide folique chez les personnes avec épilepsie. Puis à répétition, on voit qu'il y a pas de bénéfice. Pas de bénéfice démontré, au moins. Puis ça, c'est un détail, ça, c'est une nuance très importante. Bénéfice, une manque de démonstration, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hem, donc, plusieurs études qui ont regardé cette question, aucune étude qui a démontré le bénéfice.
chez les personnes avec épilepsie. Puis voici des études en Europe, en Angleterre, Irlande, des études en Inde, une étude, la dernière était en Australie, pas de bénéfice clair. Par contre, l'acide folique, ça, puis peut-être ça c'est surprenant parce qu'on en parle tellement avec nos patients, nos patientes avec épilepsie qu'il faut en prendre, il faut en prendre l'acide folique. Puis on va venir à pourquoi on croit que, il faut en prendre, ça reste encore recommandé en fait. Hem, donc pas de, ça c'est en termes de malformation congénitale majeure. Par contre, que c'est pas clair que c'est bénéfique chez les personnes avec épilepsie. Mais par contre, pour le neurodéveloppement, donc QI, TSA, on fait les études par contre, là, ils sont beaucoup plus clairs, que l'acide folique, ça aide, que c'est associé avec une augmentation du QI, associé avec une diminution des traits autistes. Ça, c'est avec plusieurs études en Amérique du Nord, en Norvège et en Australie, des grandes études. Et c'est pour ça que c'est l'évidence, la conclusion de ces preuves était que, en fait, il n'y a pas de bénéfice démontré pour la prévention des malformations congénitales, mais que QI et TSA sont aidés, il y a un effet bénéfique. Je vais prendre une pause là, au cas où il y a des questions, commentaires, puis je regarde vous en fait, il n'y a pas de caméra ouverte, donc mais oui, J'ai une madame petite Arach. question. Oui, Oui. c'est dans le fond, est-ce que pour les personnes, les femmes qui font de l'épilepsie, s'ils prennent de la médication contre l'épilepsie combinée à l'acide folique, est-ce que ça peut aider ou il faut absolument qu'ils changent de molécule de médication? Hem, on va venir à ça, mais je peux vous dire que ce n'est pas c'est très, très rare, en fait, ça serait vraiment exceptionnel qu'on essaie d'arrêter un médicament si la grossesse est déjà en cours, si la grossesse est déjà commencée, parce qu'on présume puis c'est quelque chose qui va sortir dans les recommandations bientôt. Vous allez voir comment on ne reco on sait que les études nous disent que, heu, si quelqu'un est déjà enceinte, modifier les médicaments, il y a des chances que vous allez perdre le contrôle de son épilepsie. Et ça, c'est pas bon non plus. Et donc c'est mieux en général, on dit que c'est mieux de ne pas prendre le risque à continuer le médicament que, vous allez voir que, l'acide folique, c'est pour aider absolument. Mais ça va pas c'est pas qu'on se dit que, ben, il y a l'acide folique, donc on va accepter un médicament qui est dangereux. On veut quand même un médicament préférable ta tant que c'est possible. Heu, puis en fait, on donne acide folique à tout le monde. Hem, oui. Donc c'est toujours en fait, en f autrement dit, c'est acide folique pour tout le monde, puis on essaie d'optimiser le plus que possible le choix de médicaments anti-crise. Mais acide folique pour tout le monde. Et c'est dans le fond pour les femmes qui sont dans un âge de procréer, c'est dès le début, il faut préconiser un médicament qu'on va dire safe. Parce que si Oh elle oui, tombe enceinte, puis là, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas changer, absolument. mais c'est un petit peu trop tard. Absolument. C'est que tu veux que tout soit fait avant. Et puis, aussi, on sait que la majorité des grossesses sont pas planifiées. Et donc, on peut pas se dire que, «Ah, on va juste attendre que c'est planifié, que c'est une grande décision, une grande discussion». Non, en fait, le moment que c'est une femme qui a le potentiel d'avoir des enfants et c'est bien y réfléchir. Puis en fait, on sait que c'est difficile à changer les médicaments. Si ça fonctionne bien, on va être réticent à le changer. Donc en fait, c'est bien, puis vous allez voir ça dans les recommandations, c'est bien de en fait, même si c'est une
une jeune fille, puis elle a 12 ans ou même plus jeune parce que c'est elle a 10 ans. Même à ce moment-là, si vous êtes capable d'aller avec quelque chose qui va être plus sécuritaire 15 ans plus tard, mais pourquoi pas? Hem, En sachant que 10 ans plus tard, à 5 ans avant la grossesse, 10 ans plus tard, peut-être ça va être difficile de changer. C'est mieux de commencer avec le bon choix d'emblée. Hem, oui. Ouais, merci beaucoup. Mmh. Maintenant, bien sûr, c'est un enfant de 15 ans, on n'est pas pressé. Si c'est pas un choix optimal, on n'est pas comme: «Oh my god, la grossesse, c'est demain». Non, pas du tout. Mmh, Mais ça peut on peut co arriver. mais ça peut arriver. Mais Ouais. c'est bien de commencer la discussion, dire que: «You know what? Ça, c'est pas parfait pour la grossesse, donc peut-être, éventuellement, on va vouloir le changer et comme» et donc we plant the seed, on commence la discussion tôt pour que peut-être pas aujourd'hui, on va le changer, mais peut-être la prochaine fois, dans 1 an ou 2, là, on va commencer à faire le changement. Il faut ouais, Heu, j'ai une question peut-être que ça a par rapport avec, le thème d'aujourd'hui, mais je pense que oui. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Est-ce que, les hommes qui sont en âge de procréer, puis ils prennent ces médicaments, c'est les médicaments qui sont dangereux, on va dire, ou à risque, est-ce que ça peut aussi causer les mêmes, effets que chez la femme? ça, c'est une question très ça, c'est une excellente question. Donc, la réponse est difficile. Je dirais qu'en général, non. Puis en pratique, dans ma clinique habituelle, ça m'inquiète pas du tout, je change pas, ce puis c'est tout. C'est vraiment seulement chez les femmes qu'on met toute cette énergie. Heu, Par contre, à mentionner qu'il y a une étude qui a été faite, en Europe, qui a peut-être puis je dis peut-être parce qu'en fait, on n'est pas certain des résultats, parce que les résultats ne sont pas disponibles encore, puis en fait, on commence à être questionné pourquoi ils ne sont pas encore disponibles. Ça fait des années qu'on attend, mais apparemment, il y a une étude qui a été faite. Il y a c'est le European Commission qui a demandé cette étude, qui a démontré que, un homme, le père qui prenait de l'acide valproïque, le Epival, qu'il y avait un risque pour le bébé. Heu Les spécialistes, nous sommes très sceptiques. On n'est pas du tout convaincus. Ça n'a pas changé nos pratiques et cette notion existe, puis on verra. OK. Mais pour l'instant, Hâte de voir hâte de voir le résultat. oui, c'est étrange qu'on n'a pas accès aux résultats, Ouais, honnêtement. Ça fait des années qu'on attend. Donc je sais pas, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. merci. Mmh. Heu, oui. Donc, une chose que, puis je veux pas trop aller en détail, mais juste à mentionner que les recommandations que je vais venir à ça sous peu. Que c'est pas une recommandation, c'est une ligne dir dans le contexte d'une ligne directrice clinique, c'est pas qu'on prend l'épreuve, puis c'est la recommandation, c'est juste une traduction mot par mot des preuves. Qu'il faut que ça soit plus que ça. Il faut que ça soit, parce que il faut prendre autre chose en considération. Vous voyez ici avec la deuxième quoi, nuage, les conclusions fondées sur des preuves forment la base, mais il y a d'autres facteurs qui influencent la structure finale de la recommandation. Quelles sont ces autres choses? Donc, première chose, c'est que on va pas avoir faire une recommandation qui est forte si c'est une intervention, un traitement qui est peu disponible, par exemple. Donc, si c'est un traitement qui existe seulement dans 2 hôpitaux dans tout le monde, bien la recommandation ne va pas être qu'il faut absolument le faire. Hem, ou si c'est quelque chose qui est très coûteux, notre recommandation va être moins forte. Si, c'est quelque chose que on croit qu'il y a des patients qui vont pas prioriser cette chose pour une raison ou autre, que pour les patients, c'est pas très important. Ben, on va pas faire une forte recommandation. La recommandation va être moins forte. Hem,
Et puis voilà. Donc et autres choses qui vont rentrer dans, pourquoi la recommandation finale, comment cette recommandation finale est, formulée. Hem, à comprendre que puis là, j'ai pensé à ça seulement hier soir, que vous allez voir que les recommandations sont en anglais, puis je les ai pas traduits, mais je vais les traduire comme, en direct, live. Mais, ici, dans ces recommandations, il y a des recommandations, vous voyez comment il y a la recommandation 1A, 1B, ici, par exemple, que chaque série de recommandations, puis ici, cette série, c'est juste 2, que chaque série est précédée par, on appelle ça the rationale, donc la justification. Et vous voyez, et c'est que ça, c'est dans la justification qu'on commence avec les preuves, mais on commence à incorporer les autres choses comme coût, comme autres considérations, pour qu'on amène à la recommandation finale. Ici, pas très important. Ça, c'est juste un détail sur comment on arrive à un consensus entre experts. Il y a toute une affaire, on appelle ça l'approche Delphi. Euh, Puis, c'est ça. Mais ici, ça, c'est important. Vous allez voir que dans les recommandations, c'est une chose qui est nécessaire pour une ligne directrice clinique. Il faut que chaque recommandation, ça vienne avec une force, un niveau de force. Donc, c'est pas que je dis faire ça, c'est que il faut que je vous dise, est-ce que c'est très important de le faire, un peu important, pas trop important? Donc, vous voyez ici, est-ce que it's a must, should, or just may? Vous voyez donc différents niveaux de force. C'est clair? Puis j'espère que tout le monde, je me sens un peu mal, j'espère que tout le monde va être capable de comprendre le l'anglais qui est écrit. Puis si vous voulez que je traduise plus, je vais le faire en direct, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, allez-moi. Donc, ici, donc ça, c'est les recommandations. Les recommandations officielles maintenant, du American Academy puis ça, je parle American Academy, c'est parce que ça, c'est les recommandations qui sont les plus importantes dans ce sujet au monde. Donc, tout le monde au monde, suit ces recommandations. Donc la première chose était que, hem, vous voyez la première recommandation, c'est un niveau B. Donc c'est pas absolument quelque chose à faire, mais c'est quand même important de le faire. You should, not must, mais should. Hem, que ça c'est une discussion entre le médecin et le patient. Que ça doit être une discussion parce que c'est fréquemment, il y a des nuances, des différentes choses à considérer. Et peut-être il y a un médicament qui serait plus sécuritaire pour la grossesse, mais que la patiente l'a déjà essayé et puis ça n'a pas bien fonctionné ou il y avait des effets secondaires, donc c'est pas on va l'éviter. Peut-être, c'est ça, donc il faut que ça soit une discussion. C'était la première chose. Une autre raison pour laquelle on avait cette recommandation joint, une décision conjointe, était qu'il y a certains pays où, ça a été décidé que, le système de santé essaie de mettre sur quels sont les médicaments qui peuvent être prescrits chez, les femmes. Et puis on n'aime pas ça en général, que c'est un administrateur, puis pas le médecin puis patient qui décide quel médicament. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle on a commencé avec cette recommandation que c'est pas l'administrateur de l'hôpital, c'est pas le gouvernement qui décide, c'est le patient puis le médecin. Hem, la deuxième recommandation, vous voyez que, il faut trouver une balance. Que oui, il y a des médicaments qui sont les préférés pour le bébé, mais peut-être, c'est pas le meilleur médicament pour, le contrôle de son épilepsie. Hem, j'ai mentionné Epival. Je suspecte que plusieurs d'entre vous, vous êtes familiers avec Epival. Hem, c'est le j'ai déjà mentionné que c'est celui avec le plus grand risque pour le bébé. Il y a aucune question, aucun débat. Il risque de malformations majeures du cerveau, du cœur et aussi QI et TSA. Par contre, mmh, chez certaines dans certains syndromes,
il n'y a aucun débat aussi que c'est le plus efficace. Il y a certaines épilepsies, en fait, des épilepsies qu'on voit assez fréquemment. En fait, c'est les épilepsies qu'on voit le plus fréquemment chez les jeunes femmes sont aussi les épilepsies qui répondent le mieux à Epival. Donc, parfois, on est un peu coincé entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis ici cette recommandation qu'il faut considérer les deux. Il ne faut pas juste considérer le bébé, il faut aussi considérer le degré de contrôle, comme l'épilepsie de la mère, de la patiente. Et ici, comme ça a été déjà mentionné, que c'est mieux que ça soit fait tôt. Donc, de ne pas attendre. Elle a une patiente qu'elle a 30 ans, puis elle veut son premier enfant, puis elle veut que ça soit l'année prochaine. Puis elle a une liste de médicaments qui sont problématiques. Essayez plutôt que ça. En fait, si ça peut être au départ, quand elle a 14 ans, tant mieux. On a plein de bons choix. Donc, au lieu de commencer, autrement dit, au lieu de commencer avec Epival, c'est recommandé de essayer l'amotrigine, essayer levetiracetam, parce que s'il fonctionne, tant mieux. Ici, vous voyez que il faut contrôler l'épilepsie, c'est toujours une priorité, mais on sait que pour le bébé, au moins, il y a plus de risques avec les crises, les grandes convulsions, les convulsions, puis il y a moins de risques avec les absences. Et donc, ici, on reconnaît que parfois, pour éviter un médicament qui est potentiellement dangereux, on va accepter que, il y a des petites crises. Que les petites crises, probablement, il n'y a pas de danger. Ici, par la suite, une autre recommandation est que si la grossesse est déjà en cours, faire très attention avant d'enlever un médicament, qu'en général, ce n'est pas quelque chose qui est fait. Si la patiente est déjà enceinte, on ne va pas essayer d'enlever, par exemple, Epival. On va le continuer. En partie, ça se justifie par le fait que toutes les malformations congénitales majeures du cerveau, du cœur, tout ça, c'est des malformations qui arrivent très tôt dans la grossesse. En fait, tellement tôt que fréquemment, ils arrivent même avant que la patiente va savoir qu'elle est enceinte, dans les premières semaines. Et donc, si on est maintenant rendu à 4 semaines de grossesse, ça ne va pas faire une grande différence si on l'enlève maintenant ou non. Hem, c'est ça. Donc, tant mieux de le continuer parce qu'au moins, avec ça, on va garder le contrôle, retenir en contrôle, de son épilepsie. Que c'est recommandé de continuer de faire des prises de sang durant la grossesse, beaucoup de prises de sang, parce qu'on sait que ces médicaments, ils changent avec la grossesse, hein. Donc, celles qui ont déjà eu des enfants avec épilepsie, vous savez qu'on veut des prises de sang, ça dépend, mais habituellement, on dit environ une fois par mois et qu'on est très proactif avec les ajustements. Certains médicaments, il faut, comme nos préférés, la motrigine, le levetiracetam, oxcarbazepine, sont aussi ceux qui sont le plus affectés par la grossesse. J'ai déjà eu des patients, il fallait doubler la dose du médicament durant la grossesse, parce que le corps, pour maintenir la même concentration dans le sanguine, il faut augmenter. Et puis, bien sûr, par contre, il faut faire attention. Le moment qu'après l'accouchement, il faut commencer à baisser, rebaisser, baisser. Sinon, la pauvre patiente, elle va devenir comme complètement intoxiquée par ces autres doses de médicaments. Donc, ici, des recommandations ce qui soulignent comment il faut être très proactif. Il faut surveiller durant la grossesse. Question? Claire? Donc, beaucoup de surveillance, c'est des discussions, c'est un balance entre les crises puis le fœtus. Hem, ici, on maintenant, on est rendu aux malformations majeures. Vous voyez comment on commence à avoir des recommandations qui sont très fortes. On appelle ça des recommandations niveau A. Vous devez, you must. Donc,
il faut dire à votre patiente que le risque de malformation, en fait, dans la population générale, et c'est pas zéro. Il y a un risque, certains risques chez tout le monde. On va parler de comment certains médicaments vont augmenter ce risque, mais de rassurer, d'un certain point de vue, de rassurer la patiente qu'il y a quand même un risque chez tout le monde. Qu'il faut essayer l'amiotrogène, levetiracetam ou oxcarbazepine. Il faut les considérer, pas les essayer nécessairement, mais au moins les considérer si ce sont des bonnes options. Qu'il faut éviter l'acide valproïque. Par contre, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on a mis vraiment par exprès. En fait, c'est un débat. C'est 3 mots. Si faisable cliniquement. Et ça, on l'a mis parce que on sait que parfois, vous n'avez pas de choix. Que acide valproïque, c'est le seul qui va contrôler son épilepsie. Et donc, même s'il y a des risques, même si on sait que c'est pas on préfère l'éviter, que parfois, vous n'avez pas de choix. Ah, ça, c'est une autre recommandation qui était en réponse aux pays, certains pays, je pense à l'Angleterre, c'est le pire, peut-être probablement le pire maintenant, et certains pays où ce n'est plus une discussion entre le médecin puis la patiente, c'est le gouvernement qui essaie de empêcher que le médicament soit prescrit. Je comprends, en théorie, c'est une bonne chose. Le problème est qu'on a certaines patientes, c'est le seul médicament qui fonctionne. Donc, nous sommes en train il y a certaines patientes qui peut-être pourraient être sans crise, mais elles ne sont pas parce qu'on refuse d'essayer acide valproïque. C'est ça qui arrive en Angleterre actuellement, malheureusement. Et puis, un principe global, c'est qu'on veut des doses qui sont plus faibles. C'est la quatrième ici, c'est que dose plus faible, c'est plus sécuritaire. Donc, éviter l'acide valproïque, puis s'il y a de l'acide valproïque, aller avec une dose qui est plus faible. On va sauter cette partie-là. Donc ici, on parle c'est un peu moins pertinent, ça revient à l'acide valproïque, à l'éviter. Il faut l'éviter pour non seulement les malformations, mais aussi que SGA, ça c'est Small for Gestation Age, donc les bébés qui sont nés un peu trop petits. Donc, il faut l'éviter pour ça aussi. C'est une raison d'éviter topiramate aussi. Que éviter acide valproïque, il faut l'éviter si faisable, à cause du risque sur le QI, sur les troubles du spectre autisme aussi. Et puis finalement, puis peut-être je vais prendre une pause là, je retourne à mon écran. Des questions ou commentaires? Finalement, il y a l'acide folique. Donc, j'ai mentionné que chez les personnes, les femmes avec épilepsie, c'est pas clair que c'est bénéfique en termes de malformation majeure. Par contre, quand on regarde l'acide folique dans la population générale, il y a un bénéfice. C'est surtout avec les vieilles études, il faut avouer, c'est pas les études plus récentes. Vous voyez que ça, c'est une étude de 2001. Pour nous, ça, c'est vieux. Mais il y a quand même dans le passé eu des études qui ont démontré un bénéfice. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas en donner trop non plus. Donc, il y a un bénéfice, mais si on donne trop, peut-être qu'il y a un risque de cancer. C'est quelque chose qui est maintenant sorti dans plusieurs études. C'est quand même des grandes doses qu'ils ont données, des doses vraiment exagérées, mais quand même, c'est quelque chose. Puis pas beaucoup de cancers, quelques cas parmi des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, mais c'est quelque chose qui a été déjà observé. Et c'est pour ça, donc, le fait qu'il y a quand même des bénéfices, mais il y a peut-être des risques que les recommandations sont que, oui, il faut prescrire l'acide folique, mais pas une grande dose. Une dose qui est, on fait entre 0,4 puis honnêtement, fréquemment, c'est plutôt 1 mg. C'est 1 mg d'acide folique qui est prescrit.
pour protéger contre les malformations et aussi pour protéger contre des atteintes du QI puis TSA. Que on le fait aussi preconceptually and during pregnancy. Donc, c'est que acide folique, on n'attend pas la grossesse. On le fait avant. On veut qu'il y ait des mois, en fait, des mois de acide folique avant la grossesse. Encore, c'est parce que fréquemment, on apprend de la grossesse, c'est déjà quelques semaines après le début. Et puis, c'est le début qui est la période la plus importante de le prendre. Et donc, si on attend la grossesse, on va toujours le commencer trop tard. Donc, il faut le commencer avant. Et en fait, c'est pour ça que moi, ma prescription habituelle, c'est pas tous les médecins qui le font comme ça, mais moi, ma prescription habituelle, c'est je le mets sur toutes mes prescriptions chez quelqu'un qui avec le potentiel de procréation. J'écris sur la prescription, je mets acide folique, 1 milligramme, si possibilité de tomber enceinte. Si c'est possible, donc il faut avoir un partenaire sexuel, il ne faut pas avoir un stérilet. euh, c'est quelque chose que la patiente va savoir beaucoup mieux que moi, que si c'est possible de tomber enceinte, vous devrez commencer à le prendre. Si c'est impossible, pas nécessaire. Euh, voilà. Et ça, c'est les recommandations. Donc, point 4, moi, c'est fréquemment 1. C'est rare maintenant qu'on va donner 5 milligrammes. Dans le temps, on le faisait beaucoup. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est point 4 à 1. D'accord? Ici, ça résume que l'amodrogine, levetiracetam, oxcarbazepine sont nos préférés parce qu'ils sont peu associés. Il y a peu de risques de malformation avec ces 3 médicaments, que c'est l'acide valproïque qui est à éviter. C'est le pire. On le sait que c'est le pire. Le risque avec lui de malformation majeure, c'est au moins 10%. Parfois, ça peut être avec des autres doses, ça peut être même 20%. Un enfant sur 5 avec une malformation majeure avec ce médicament. Par contre, c'est if clinically feasible. Donc, si par contre, c'est la seule chose qui fonctionne chez votre patiente, là, il faut le considérer. On ne change pas les médicaments. En fait, on n'enlève pas de médicaments après que la grossesse est déjà en cours. En fait, ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on augmente les doses pour compenser pour comment les dosages, les concentrations sanguines diminuent avec la grossesse. Il faut augmenter les doses. Que parfois, il faut tolérer des crises non convulsives, que des absences, par exemple, on va parfois les tolérer durant la grossesse. J'ai déjà fait ça pour me permettre d'éviter un médicament qui est risqué. Et puis, acide valproique, il y a un impact sur le QI puis le risque de autisme, que l'acide folique, c'est quelque chose à prendre tôt. Et puis, et c'est tout. Remerciements, mes collègues, ça, c'est Alison Pack, la première, Mary Musgrave, puis Shaniqua. Donc, on était les 4 qui étaient les auteurs, les personnes primaires pour cette ligne directrice. Puis, et c'est tout. C'est tout ce que j'avais. Merci. J'ai l'impression que je parle, je dis souvent, mais merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme information. Et ça explique beaucoup pourquoi les médecins maintenant, ils donnent souvent de l'acide folique. Ouais, dès le début de la grossesse. Mais par contre, ça reste quand même vraiment très compliqué c'est comme osciller entre la médication, le risque de tomber enceinte. Comme vous avez dit, là, ça reste que c'est une décision, puis beaucoup, beaucoup de discussions, là, j'imagine. Oui. Si c'est seulement le seul médicament qui fonctionne, ben, est-ce que vous arrêtez la médication puis vous continuez avec les crises? Est-ce que ça, c'est une possibilité ou non? Euh, Habituellement, non. OK. Seulement, on va quand même
comme j'ai mentionné, on va peut-être permettre tolérer des petites crises, parce qu'en général, il y a peu de risques avec les petites, mais ça, est-ce qu'on peut garantir qu'il y aura seulement des petites aussi? Ça, c'est vraiment cas par cas. Moi, j'ai un exemple que je connais très, très bien. Puis on a eu 2 grossesses. Elle a eu 2 grossesses, ça a bien été les 2 fois. Puis à chaque fois, on avait arrêté un médicament. Mais son syndrome était très bien défini. On avait des années qui ont démontré que si on enlève le médicament dangereux, ben, il y avait que des absences, il y avait des absences puis jamais de tonicoclonique, qu'il fallait garder l'autre pour éviter les tonicocloniques. Donc, on a gardé celui qui a évité les tonicocliniques, puis il n'y a pas de risque avec lui. C'était un de nos préférés. Mais à chaque grossesse, on a enlevé celui qui était dangereux parce que ça donnait que des absences. Mais ça, donc ça peut arriver. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous faites pas cette expérience pour la première fois durant la grossesse, par contre. Ça, c'est si vous le savez déjà avant cette grossesse. On fait aucune expérience, no experiment durant la grossesse. Et Donc, si vous avez déjà ces connaissances avant sa grossesse, vous pouvez les utiliser, mais autrement, on non, on et durant continue. l'allaitement, Donc ça, c'est un autre sujet complètement différent. Donc, il y a on travaille là-dessus actuellement. Les données ne sont pas très bonnes. Il y a pas beaucoup de données, beaucoup moins de données que nous avons pour la grossesse, mais on peut dire qu'en général, nos médicaments sont transmis beaucoup, surtout nos préférés. Donc, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine sont transmis beaucoup dans le lait. Par contre, en général, il y a pas d'impact. En fait, peut-être c'est même bénéfique pour le bébé d'être exposé un peu et que donc ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Puis la seule chose qu'on surveille, c'est est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce qu'il est somnolent, trop somnolent? Tant qu'il se nourrit bien et puis pas trop somnolent, on est content. merci. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que tous les syndromes sont égaux face à la grossesse? Comme par exemple le syndrome de Jevons, est-ce que les patientes qui ont un syndrome de c'est Jevons, je crois, hein? Syndrome de Jevons, oui, 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 oui. Jevons. Est-ce qu'ils sont plus à risque, s'ils sont contrôlés, d'avoir des problèmes, durant la grossesse? Donc, des problèmes pour le bébé ou pour la mère? Un ou l'autre, en fait. J'avais pas pensé à la question. Oui. Donc, pour le bébé, non. C'est OK. vraiment en fonction du médicament. Pour la mère, Jevons, c'est pas rare que c'est difficile à contrôler. Ouais, au moins, ouais, c'est ça. C'est pas rare que c'est difficile. Ça, c'est des absences avec des myoclonies des paupières, donc absences with eyelid myotonia. Et donc, à cause de ça, parce que c'est difficile, peut-être il y a plus de chances que vous allez aller avec des médicaments qu'on préfère éviter. Mmh. Donc, peut-être il y a plus de chances qu'il va falloir aller vers acide valproïque. Euh, oui, donc il y a ça, peut-être. Euh, mais en même temps, fréquemment, les G-Vins, ils font pas des grosses crises, par contre. Donc, Oui, disons qu'elle a déjà manqué ses médicaments 3 doses, le soir, le matin, un soir et puis elle a fait des tonicocliniques. oh ben, ouais, mais il faut pas manquer 3 doses, là, Non, c'est beaucoup, bien sûr. Mais c'est pas habituellement, Steven, c'est beaucoup plus les absences et beaucoup oui, moins les tonicocliniques, en général, pour la personne, le oui, patient moyen. Ça, c'est toujours cas par cas. Donc, à cause de ça, peut-être on va être capable de se trouver une recette où on n'a aucune tonicoclinique, mais on a un peu d'absence, mais pas trop, puis avec un médicament qu'on aime. Jevons,
je pense qu'il y a des bonnes chances que vous pourriez trouver cette balance. OK. Parce que c'est tellement plus absence que tonico-clonique généralisée. C'est pas comme, par exemple, JME, épilepsie myoclonique juvénile, c'est complètement l'inverse. Il y a peu d'absence, puis plein de tonico-clonique. OK. Donc là, ça va être plus difficile. Ouais, mais donc Jevons, peut-être, ça va être une situation où vous acceptez certaines absences pour avoir une combinaison de médicaments qui est optimale. Peut-être. Mais Mais, présentement, ça va bien avec la motrigine. OK, parfait. Elle est correcte avec ça, puis Ouais, ça va bien. parfait. Et puis, c'est une autre raison on y réfléchit bien avant la grossesse pour que nous ayons le temps pour essayer ci, ça, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, comment. Pour que, rendu à la grossesse, il n'y a pas d'expérience, on ne devine pas. Mmh. On dit que non, non, c'est comme ça que ça fonctionne pour elle, puis on va aller faire. Ouais. Une chose il y a une personne très renommée dans le domaine de l'épilepsie en grossesse, Kimford Meter, il commence toutes ses présentations il est maintenant retraité, pré-retraité, très renommé. Il commence toutes ses discussions avec, il souligne que la vaste majorité des grossesses en épilepsie vont bien. Que c'est rare, c'est parce qu'avec toutes nos connaissances, puis on est tellement proactif maintenant, que c'est rare que nous avons des problèmes. Euh, et donc, mais c'est rare parce qu'on met de l'effort. Merci. Une autre chose à mentionner peut-être que très pratico-pratique, en général, obstétrique, dans les centres tertiaires, comme un grand hôpital, comme le CHUM, il se limite à seulement les grossesses de haut risque. Puis, parce que la présomption est que toutes les grossesses habituelles sont suivies dans un centre de la communautaire. Mais en fait, épilepsie, une femme avec épilepsie enceinte, c'est c'est automatiquement considéré quelque chose à haut risque et donc ils acceptent de voir nos patients. Donc tous mes patientes, presque toutes mes patientes, le moment qu'il y a une grossesse, puis j'en ai plein, j'ai eu plein de grossesses, je réfère la patiente à notre équipe de obstétrique au CHUM, puis il y a une excellente prise en charge. Et puis l'avantage est que parce que c'est des suivis, il y a pas beaucoup plus, mais quand même un peu plus de suivi que la grossesse habituelle. Et puis ce n'est pas seulement l'obstétricien. En fait, il y a aussi l'équipe de MOG, donc la médecine obstétricale et gynécologique. Donc c'est des gens, c'est pas des obstétriciens ou gynécologues, c'est des gens de la médecine interne spécialisés en grossesse. Des gens, donc quelque chose qui n'existe presque pas dans les hôpitaux communautaires. Mais dans nos centres, on l'a parce que c'est des grossesses qui parfois sont compliquées. Donc, il y a la MOG qui voit tous ces patients, en fait. Et parce que ce sont des gens de la médecine interne, des gens qui sont plus à l'aise avec des choses qui sont plus compliquées, puis ils nous appellent. Il y a beaucoup de communication. Euh, Vous savez qu'un obstétricien gynécologue, techniquement, en fait, ce sont des chirurgiens. Ils pensent comme des chirurgiens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est quand même différent. Ils ne pensent pas comme nous. Donc, ils veulent opérer, ils veulent faire quelque chose avec leurs mains. Donc, ça, c'est pourquoi ça existe la MOG, médecine obstétricale. C'est des gens de la médecine interne qui spécialisent en grossesse. Euh, donc, c'est une autre raison pour laquelle ça va bien. C'est rare que nous avons des problèmes parce que on surveille beaucoup plus que juste une grossesse habituelle. Merci beaucoup. Autre question? Moi, j'ai une question. Je sais que je pose trop de questions. Hmm? Puis, durant l'accouchement, est-ce que
est-ce qu'il y a un risque plus comme est-ce qu'il y a un risque de faire une crise d'épilepsie? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des complications durant l'accouchement? C'est pas impossible. Ça arrive. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. C'est une autre raison pour laquelle c'est mieux si c'est un accouchement dans un centre comme le CHUM versus un centre communautaire. Parce qu'un centre communautaire, ils vont être moins à l'aise s'il y a une crise. Euh, c'est quelque chose qui est rare. C'est bien de regrouper des choses rares dans des centres qui sont plus des centres, les plus gros centres. Euh, Si on suspecte que la patiente est à risque de faire une crise lors de l'accouchement, fréquemment, on va donner des médicaments supplémentaires. Donc, par exemple, le classique, c'est clobazam. Donc, le Frisium, c'est son ancien nom. On donne une dose, on donne du clobazam pendant comme 3 jours. Donc, le moment que le travail commence, on donne du 10 mg, puis on continue à donner un peu de clobazam pour les 2 prochains jours après, pour minimiser ce risque de crise post-accouchement. Ok. C'est un stress physique, bien sûr. Donc, Exactement. par contre, l'affaire qui prédit le plus s'il y a un risque de crise durant la grossesse ou accouchement, l'affaire qui le prédit le mieux, c'est son degré de contrôle pré-grossesse. Ok. Donc, quelqu'un qui allait bien les 9 mois avant sa grossesse, les chances sont très fortes que ça va bien aller durant la grossesse aussi. Ça serait inhabituel qu'il y ait un changement important. Habituellement, ça va continuer comme il était. Ok. Les personnes avec beaucoup de crises durant la grossesse, c'est habituellement les personnes qui avaient beaucoup de crises durant, c'est les personnes qui avaient des crises avant. Euh, Et à mentionner aussi que, vous savez, que j'ai des patientes qui ont fait des crises tout le long de leur grossesse. Ça arrive aussi, puis ça a bien été. On essaie de le minimiser, on ne l'aime pas, Mm. mais même dans des cas difficiles comme ça, habituellement, ça va bien. Pour Et éviter les des bébés? blessures, et les bébés sont corrects. Ok. Donc, il faut faire attention. On veut, c'est comme, surtout vers la fin de la grossesse, notre inquiétude, c'est surtout c'est physique. Que si on fait Bien une sûr. grosse crise, puis on chute, puis on Mm. frappe l'abdomen, donc c'est un risque de trauma. Mm. Même là, ça va. Habituellement, ça va bien. Par contre, il faut être juste malchanceux une fois, puis c'est un désastre. Ouais, Euh, exactement. donc, on va minimiser, on fait notre possible en tout temps, mais heureusement, habituellement, ça va bien. Autre question? Ben, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais peut-être une autre. Vous avez dit que l'acide valproïque, donc, c'est pas bon pour le bébé, mais la formation du bébé, il y a une formation jusqu'à 20 semaines. À partir de 20 semaines, est-ce que ça devient plus sécuritaire? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Avant, on pensait que oui. Maintenant, à cause de l'impact qu'on apprécie au niveau du QI, Mm. puis le risque de l'autisme, en fait, surtout pour l'acide valproïque, même tard dans la grossesse, il y a des risques. Euh, donc, une raison de l'éviter, tant que c'est possible. D'accord, merci. J'aurais une question, mais plutôt d'ordre des patients peut-être que vous rencontrez. C'est est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des parents solo, des mamans solo? C'est ça, et si ça existait. Oh oui, oui. Donc, pour une raison ou autre, le père n'est pas impliqué ou présent. Ça arrive, oui.
Il y a une chose que j'ai pas abordée, c'est, il faut faire attention post-accouchement que, on donne des conseils, puis la MOG, ils sont très bons avec ça aussi. Des conseils en termes de il faut imaginer, le pire des cas où vous feriez une crise pendant que votre bébé est dans vos bras ou quoi, là. Donc il faut minimiser ces risques, minimiser les choses qui sont faciles à éviter. Donc, changer les couches, mettre le bébé sur le plancher, changer les couches sur le plancher, de ne pas tenir votre bébé, debout dans vos bras, d'être assise, hem, des choses comme ça. De donner, faire, quand vous faites le bain, donc soyez avec quelqu'un quand vous faites le bain. Soyez pas la seule personne avec le bébé dans le bain. Donc, on donne des conseils comme ça, donc post-accouchement aussi, hem, parce qu'en fait, on peut pas éliminer tout risque, mais si c'est facile à éviter, tant mieux. Sinon, change les couches sur le plancher, c'est pas trop difficile. Merci. Moi, je donne les mêmes conseils à mes patients avec épilepsie, donc il ne faut pas grimper une échelle, il ne faut pas nager dans une piscine seul, il ne faut pas prendre des bains. Donc on ne peut pas éliminer tout risque dans la vie, mais si c'est quelque chose qui est facile à éviter, ben fais-le, évite-le. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est peut-être une autre question s'il n'y a pas d'autres questions. Avec plaisir. Je crois que, après l'accouchement, il y a des femmes qui font des dépressions. Est-ce que, la motrigine, est-ce que ça contribue à ça? Est-ce qu'il y a plus de patientes qui peuvent faire des dépressions s'ils prennent ce médicament-là ou pas nécessairement? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Pas à ma connaissance, pas de données, mais en OK. théorie, ça devrait vous protéger, en fait. OK. Ouais, c'est un stabilisateur de l'humeur et donc on OK. se sent plus calme, en fait, plus stable avec la motrigine. C'est un de ses avantages. OK. Je Ouais, savais pas. Merci. ouais, ouais. Ouais, il y a certains comme phenobarbital, clobazam un peu, topiramate, Keppra, peut-être eux, ils vont donner plus de dépression. Heu, Keppra, ça peut arriver. Habituellement, c'est plus irritabilité avec Keppra, mais parfois ça peut être anxiété, parfois ça peut être dépression. Hem, mais la motrigine, non, c'est un stabilisateur, en général. Merci. Non, c'est c'est entre dans la communauté épilepsie. Moi, je fais partie de plusieurs différents groupes internationaux, puis les lignes directrices, tout ça. Puis on a des discussions, puis depuis maintenant 5 ans, c'est un accord comme presque unanime que la motrigine, c'est le préféré. C'est une excellente balance entre efficacité puis tolérabilité, peu d'effets secondaires. Tout le monde dit maintenant qu'on oublie Keppra, on adore la motrigine. Hem, donc c'est un excellent médicament. C'est J'aurais pas le peut-être ben une autre question pour vous. Le maximum dans une journée, est-ce que c'est 500 milligrammes? Puis est-ce que la dose, si elle dépasse ça durant la grossesse, pourrait être problématique? mais la motrigine, c'est très rare qu'on se rend à 500 dans une journée. OK. La dose plus, ça peut être pas très rare, mais c'est une très bonne dose. Ça, c'est la dose maximale, c'est certain. 250 2 fois par jour. Une dose plus habituelle, c'est 100 2 fois par jour, 75, 100, 125 2 fois par jour. Hem Les données sont pas claires et c'est pour ça que c'est pas sorti dans les recommandations, mais il y a une suggestion que, c'est mieux d'avoir une dose qui est, en bas de 100 2 fois par jour pour le bébé, c'est mieux pour le bébé. Hem, c'est un de nos préférés, mais comme avec des grandes doses, peut-être ça devient moins préféré. Hem, donc c'est mieux si c'est comme 75 2 fois par jour, mais ça dépend.
Ça dépend, Merci. ouais. Merci beaucoup. Madame Arac, Oui, vous aviez une question? non, non, Ah, non, non, pas du tout. C'est pas que j'ai une question, mais j'ai eu l'appel d'une dame que sa belle-fille, elle fait des crises d'épilepsie et elle a, je pense, 3 enfants. Et la femme, elle voulait comme retirer la garde de sa belle-fille. Elle voulait savoir si après l'accouchement, il y avait des risques ou il n'y avait pas de risques. Moi, je l'ai référée au neurologue et qu'il n'y avait pas de rapport entre être une bonne mère puis faire des crises d'épilepsie non plus. Et j'ai ben, pas de questions du tout. non, là, il y a plein de excellentes mères avec épilepsie. Exactement. J'ai vu une aujourd'hui, j'ai vu ouais, une ou deux aujourd'hui. Puis ça va très bien. Bon, il y a des. Ouais, ça c'est. Ça, les droits des parents sont toujours protégés, c'est par exprès. Et le défaut, c'est toujours qu'il faut protéger ce lien entre le parent et son enfant, là. C'est majeur de suggérer Exactement. autrement, là. Oui, Majeur, oui, majeur. C'est pas une petite oui. affaire, là. La loi est faite comme la loi est construite pour respecter ce lien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ok. Oh. Vous Merci. pourrez Oui, toujours madame. m'envoyer. Autre question ou non? Non. OK, Non. cool. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. Je ne sais pas si Siam veut intervenir. Moi, je veux juste remercier Dr Kieser pour sa générosité, sincèrement. Et sachez que c'est un sujet qui est souvent abordé. Et là, on a beaucoup de réponses à des questions que on ne savait pas les possibilités. Donc, juste pour vous informer, la conférence sera de toutes les façons disponible en ligne. Donc, pas la période des questions, mais votre présentation, votre conférence à vous, elle va être disponible. Donc, les gens qui n'auront pas pu la suivre ce soir vont pouvoir y avoir accès. Et sur les réseaux sociaux, nous allons à chaque fois diffuser une partie de votre présentation, si ça vous convient, bien sûr. Absolument. Vous savez que je suis en train de regarder rapidement. Je pense que sur le site web, je vais essayer de le trouver plus tard. Puis si je le trouve, je vais vous le faire suivre. Je pense qu'il y a un résumé pour patients. Ah oui, OK. Oui, un résumé en anglais, mais un résumé pour patients de ces recommandations. En fait, je suis assez certain que ça existe. Je vais les trouver, puis je vais vous les faire suivre. C'est gentil, merci. Et bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu, hein. L'association, vous en faites partie à part entière. Voilà. Merci beaucoup, Dr Kieser. Merci. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Bonne soirée.